Bien, nous sommes maintenant de retour avec la scène originale, avec nos replicators. Ok. Première chose, en général, si vous ne voyez pas vos replicators, je pensais quand même vous le montrer. Vous allez sur Drawing and Control et puis Replicator, vous mettez All. À ce moment-là, ils vont tous apparaître, d'accord? C'est une des options de Preview. Ensuite, on efface l'original et on n'en a pas besoin. Et je vais ouvrir un Preview Render. Alors, il y a deux, trois petites choses qui peuvent accélérer un peu le rendu de la scène, notamment en termes de réflexion. C'est de tricher un tout petit peu sur les réflexions en ajoutant une lumière directionnelle. Bien sûr, la direction va être différente de la première, pratiquement l'opposé. Et si je vais sur les options ici, sur Light Material, vous pouvez enlever toute autre influence de cette lumière à part le spéculaire. Donc vous rajoutez un spéculaire et puis vous pouvez lui donner une couleur un petit peu bleutée, ce qui va imiter un peu une réflexion du ciel, de l'environnement. Okay, et ça vous donne tout d'un coup un petit kick sur les réflexions, des fausses réflexions, qui vous économiseront du temps de rendu, parce qu'on n'est pas dans des vraies réflexions, et ça ressemble un peu à des réflexions floues, puisqu'il n'y a pas d'image précise qui va se refléter. Ensuite, vous voyez ici, par exemple, sur ce genre de matériaux, j'ai été rajouter un noise sur la roughness, hein, donc le type de réflexion, est-ce qu'on a justement un spéculaire plutôt doux ou un spéculaire plutôt dur, hein, comme du verre, ou plutôt doux comme du métal dépoli. Et puis, vous pouvez jouer avec, bien sûr, la taille de votre noise. J'ai mis point, on peut mettre point 2, vous voyez, ça change un petit peu le rapport. Et surtout sur les valeurs. Donc valeur ici, la première valeur c'est 60, la deuxième c'est 80, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la roughness en fait de mon métal va jouer entre 60 et 80. 80, on a un éclat qui est beaucoup plus diffus et général, 60 c'est beaucoup plus précis, hein, donc beaucoup moins étalé mais plus éventuellement plus brillant. Donc vous donnez l'impression d'avoir une petite variation sur des métaux, et en fait il n'y a pas du tout de réflexion qui est impliqué là-dedans. Vous voyez, réflexion est à 0. Donc ça, associer une lumière plus une variation avec une texture sur le roughness permet de simuler des matériaux un peu compliqués en économisant beaucoup de temps de rendu. Petite combine que je voulais vous montrer. Ensuite, on a importé nos courbes. Donc vous avez votre layer curve. Vous sélectionnez toutes vos courbes. M pour matériel, vous donnez un nom de matériel. Moi, j'ai donné le nom de curve, je crois, de pipes, exactement. Et étant donné que vous avez deux façons de générer en fait ces courbes, hein, on l'a vu dans un autre tutoriel, mais je repasse très rapidement là-dessus. Quand votre couche est sélectionnée, vous allez sur Mesh, et sur Mesh, vous avez Render Curve. D'accord? Si je l'éteins, j'ai plus de courbe. Vous voyez ici sur le rendu. Vous pouvez choisir le radius. Il se trouve que dans mon cas, 50 mm marche bien. Et on a aussi Render Curve as Polygon. Si vous utilisez Render Curve as Polygon, il faut créer un UV pour vos courbes. D'une manière générale, d'ailleurs, quand vous créez des courbes, il y a cette option. Au moment où vous les créez ici, on n'a pas vu ça, mais vous avez l'option Make UV que vous pouvez activer à chaque fois que vous faites des courbes. Comme ça, votre UV sera déjà créé au cas où vous en avez besoin. Sinon, si on utilise Render Curve par défaut, donc pas avec Render Curve as Polygon, on est sur une espèce de volumétrique qui se crée autour de notre guide. Et à ce moment-là, on est sur un UV implicite. Ça veut dire que l'UV n'a pas besoin d'être défini parce qu'il est implicite à la création de cette surface qui est finalement uniquement créée au moment du rendu, qui n'existe pas réellement. On n'a pas de polygone, on n'a rien. Donc l'UV est implicite à cette courbe. C'est là aussi où vous allez voir que l'écart des points a une importance. Quand les écarts sont réguliers, ici j'ai rajouté par exemple un X-Style, une texture sur le Specular Mantle Bump. Donc vous avez cet effet d'enveloppe, un peu comme un tissu autour de votre câble. Mais simplement, si vous allez sur des courbes où les écarts sont beaucoup plus grands, ou simplement pas réguliers, vous voyez que celle-ci par exemple mériterait d'avoir un tiling supplémentaire sur la verticalité de l'UV. Ça va pas fonctionner avec les autres. Donc plus vos courbes sont régulières, plus vous aurez un résultat qui sera consistant d'une courbe à l'autre. C'est le petit désavantage. Donc à ce moment-là, si vous avez des courbes où il y a 4 points et d'autres où il y a 8 points, redivisez-les toutes en mode polygone avec Shift D, et à ce moment-là, vous aurez quelque chose d'un peu plus consistant. Vous voyez que là, on a une grosse différence. Maintenant, comme c'est pas pour un
un gros plan, un close-up, on est assez tranquille. L'effet fonctionnera très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà ces deux petits trucs que je vais vous montrer. Alors maintenant, on va aborder l'intérieur des cabines. Je vais me mettre un petit peu comme ça, voilà, pour qu'on les voie bien. Et on va faire des variations sur ces intérieurs. Donc, je vous rappelle qu'on avait créé une surface que j'ai appelée décor cube. On l'a placée en dessus du base shader, de manière à pouvoir créer un shader spécifique à cette surface, à ce dossier, et enlever visible to indirect rays. Ainsi, la radiosité n'influencera pas du tout les pièces à l'intérieur. On veut qu'elles soient légèrement lumineuses, donc j'ai mis un 0,2 en luminosité. Ça, on le fera varier d'une pièce à l'autre pour avoir des pièces plus sombres que d'autres. Et tout va se passer sur notre dossier VRoom. Ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser une texture variation qui va donc prendre l'identité de chaque réplique et qui va baser quelle image sera visible selon le numéro de la réplique. Bien, alors on va devoir placer nos clés avec du variation texture. Et le problème qu'on va avoir, c'est de calculer combien de clés parce qu'on n'a que 6 textures ici. Vous en avez peut-être fait plus, moi j'en ai 6. Et si je viens sur mes points, en mode polygone, je double-clique, j'ai 56 polygones. Donc 56 par 6, on est presque à 10, à 10 clés. Donc pour chaque variation texture, il me faudra une dizaine de clés. Et certaines des textures, bien sûr, apparaîtront plusieurs fois, logiquement. Donc je vais créer Processing Variation Texture. Okay. Et je vais tout de suite créer une dizaine de clés. Donc, sachant qu'on a 100, il faut les créer à peu près à 10 à chaque fois. Tac. Je viens ici sur le Grain Editor, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai mis les clés. Toutes ces clés, je vais les sélectionner et les passer en mode stepped. Parce que je veux que, par exemple, la toute première texture, on va s'occuper de celle-là, elle démarre. Attendez, je veux qu'elles soient toutes à 0 déjà pour commencer. Donc on va toutes les mettre à 0. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Ok. Alors, la première à 100. Regardez, comment on est en mode stepped, ça veut dire que la première va s'appliquer de 0 à 10 et après plus rien. Je vais éteindre toutes les autres textures. Pardon, juste une chose encore que j'ai oublié. Il faut créer un groupe. On l'a pas fait. Donc CTRL G, je vais mettre ces deux textures dans un seul groupe. Et ici, au lieu de Diffuse Color, je vais aller sur Group Mask. Donc automatiquement, on voit sur les fenêtres que ma texture apparaît sur certaines instances, mais pas partout. D'accord, j'ai des fenêtres qui sont complètement blanches ici. Et sur certaines, on a notre pièce qui apparaît comme dans celle-là. Donc on fait la même chose pour chaque groupe. Vous allez ensuite vous dupliquer bien sûr votre texture, duplicate. Vous la sortez du groupe. Celui-là on le ferme. On allume la texture suivante. On prend les deux, CTRL G, on fait un deuxième groupe. Et vous prenez cette variation de texture. La première clé ici on la met à 0. La deuxième on la met à 100. Ok, voilà, c'est le plus rapide. Parce que si vous y allez un peu au hasard, ça va prendre du temps pour trouver la bonne combinaison de clés. Donc pareil, duplicate à nouveau, vous le sortez. Il faut encore celui-là, après je vous laisse faire. On allume la texture suivante, on les groupe, CTRL G, et puis double-clic, 0, double-clic, 100. Je vous rappelle, si vous voulez pouvoir activer le double-clic ici, sur vos options, vous allez en single line. Okay. Single line vous permet de cliquer sur la clé directement et d'avoir les options. Autrement, après, vous l'ouvrez dans l'éditeur, et puis là, vous avez une approche un peu plus précise. Je vous laisse finir ça et on se retrouve dans un tout petit moment. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, le petit truc, vous allez me dire que je suis pas très logique, maintenant on va rentrer dedans. Vous avez tous remarqué qu'on on devrait avoir que 6 clés puisqu'on a 6 images. C'est là où les images, les variations d'images éteintes ou allumées vont intervenir. D'accord ? On pourrait même mettre 12 clés si on voulait avoir une variation pour chaque image, mais on n'a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer des groupes. Je sais pas, on va dupliquer par exemple le groupe 1, on le duplique, ça devient le groupe 7,
Et regardez, on s'était arrêté sur la dernière clé, on en avait 6, donc la dernière clé était située sur de 50 à 60. Donc pour le suivant ici, on va reprendre nos clés de 50 à 60. Je rouvre ici pour voir ce qui se passe. 50, je mets... Donc ici, je mets 0 pour la première, hein, puisque je suis plus là-dessus. 50, c'était la dernière active, donc on garde 0. 60, on va mettre 100. Donc là, on a une deuxième apparition de cette image un peu plus loin. Et la variation, on va la créer en ajoutant un constant. Ok, constant, on va le mettre sur luminous amount, et celui-là, on va le mettre sur 0. D'accord. Donc cette fenêtre-là, eh ben, effectivement, il y aura l'image, mais elle sera à 0%. Si je l'ouvre, on va peut-être pas la voir tout de suite, mais on verra quand on aura plus. Elle existe, mais elle n'est pas du tout lumineuse. Donc elle ne va être éclairée que par... Voilà, je pense que celle-ci c'en est une. Elle n'est éclairée que par la lumière de l'extérieur, donc on voit pas grand-chose. Il va de ça qu'après, vous pouvez aussi faire des variations sur la luminosité d'une manière très générale. Là, je vous montre comment créer une duplique d'une image qui existe déjà. Vous voyez, celle-là, par exemple, n'a pas été assignée, elle sera assignée avec les groupes qu'on va copier. Donc, je vous laisse faire ça aussi. Vous pouvez faire pour chaque groupe un duplicate. Vous mettez un constant node à l'intérieur, une constant texture à l'intérieur pour mettre à 0%. Et puis, vous bougez sur les clés suivantes. Donc, celle-ci, la variation de texture ici, on est de 60 à 70. Donc, la prochaine, 60 sera à 0, 70 sera à 100. Ok, donc voilà. Hein, j'ai rajouté, j'ai 11 groupes en tout. Donc, vous voyez que vous avez toutes des pièces différentes et des pièces allumées et éteintes. Si vous faites des scènes de nuit, ça c'est particulièrement utile, vous aurez un résultat beaucoup plus spectaculaire. Pour éteindre la lumière, vous verrez, c'est plus intéressant pour des façades d'immeubles ou de bureaux de nuit ou de ciel bien couvert. Ce qu'on fera peut-être au final d'ailleurs sur ce projet. Donc ça c'est pour l'intérieur. Maintenant on va faire la même chose pour l'extérieur. J'aimerais customiser chaque extérieur de manière à avoir à chaque fois des variations non seulement de couleurs mais de matériaux. J'aimerais que ces blocs soient suffisamment usés avec pas mal de tâches, mais vous pouvez les faire au contraire très propres et futuristes. À vous de voir. Si vous voulez uniquement changer la vitesse, la couleur, donc c'est très facile. On va aller sur Cell. Couleur, je l'avais déjà fait sur un tutoriel précédent, donc vous allez sur Variation Texture. Et puis là, bah, vous allez simplement cliquer et donner des couleurs différentes. Sachant qu'il y a 56 immeubles, enfin 56 blocs, pardon, on peut faire des clés relativement proches. Voilà, et puis le truc, si vous ne voulez pas continuer à faire des clés jusqu'au bout, vous pouvez très bien répéter les clés qui existent en vous faisant en behavior, en comportement, vous pouvez faire un repeat par exemple, et du coup ça va répéter les clés que vous avez déjà créées tout le long de votre gradient, et ça vous évitera de refaire à chaque fois des couleurs différentes. Vous voyez qu'elles sont assez peu, enfin il n'y a pas tellement de couleurs côte à côte, elles sont relativement distantes. Là j'ai laissé une interpolation souple, et c'est plutôt pas mal parce que dans ce cas-là, on a des mélanges de couleurs qui nous donnent parfois des mélanges tout à fait particuliers. Si vous le mettez sur step, pardon, à ce moment-là, vous aurez une couleur bien stable à chaque fois. D'accord, sur linéaire, ça me donne quelque chose d'un peu plus progressif. Les courbes, vous pouvez essayer différents modes. Ce qui est sympathique avec ce mode-là, c'est que vous voyez, vous avez toutes sortes de couleurs qui se produisent entre deux clés, donc avec beaucoup plus de variations encore au niveau de vos petites cellules. On va placer des textures, je vais en charger quelques-unes, et on va regarder ce que ça donne après avec le même système. On peut même ajouter ces couleurs par-dessus les textures pour avoir des variations de couleurs en plus sur les textures de base.
À ce moment-là, vous pouvez faire des textures en niveau de gris, en grayscale, ce qui va économiser de la mémoire, et les plaquer sur diffuse amount, speculaire, etc. et garder la couleur de base si vous le désirez. Juste une chose avant que j'oublie, il y a un truc qui sera bien utile, c'est d'avoir de baker une occlusion. On va s'en servir pour pas mal de choses, donc pour pas s'embêter, on va éteindre tout ce qui est en dessus du base shader. On va aller sur Add Layer et on va mettre une occlusion et on va retourner sur Add Layer et ajouter un matériel, placer le matériel sous l'occlusion et on va se débrouiller pour que il n'y ait pas de spéculaire. On va faire 0 partout, voilà. Comme ça, on est juste avec l'occlusion qui va agir sur notre selle, sur notre cabine. L'occlusion, il y a deux façons de la mettre. On peut la mettre déjà en mode général. Je vais faire une chose, parce on n'est pas du tout concerné par ce qui se passe ici. On va venir voir la cabine d'origine. Voilà, c'est celle-là qui va nous servir à faire le baking. Donc on va ignorer complètement pour l'instant les autres. Ce que j'aimerais avec une occlusion, c'est deux choses. Donc on va placer deux instances, en tout cas, d'occlusion. Une première pour avoir une espèce de salissure générale. D'accord. Et ça, on va le gérer avec, si je vais sur Texture Layer, je vais regarder, je suis en uniforme. On va mettre 512 raise, ça sera un peu plus précis. Et on va essayer d'augmenter la distance de l'occlusion à 1 mètre. Vous voyez qu'on commence à voir apparaître ici un peu de saleté sur les coins. Et puis éventuellement, on peut pousser un tout petit peu le rayon si on désire avoir une action un peu plus forte. Vous pouvez éteindre les ombres, ça fera gagner un peu de temps, et puis on aura une meilleure vue aussi sur le résultat de l'ambient occlusion. On va faire une première occlusion comme ça, je vais dupliquer mon occlusion, et la deuxième qu'on bakera, on va la mettre en mode convexité, pour pouvoir avoir des bordures qui seront travaillées différemment du reste. Vous voyez ici, bon ça c'est un peu violent, à 3 mètres, je vais la mettre à 1 mètre pour voir, voilà c'est mieux. Donc ça va nous permettre d'avoir des variations de couleurs et pourquoi pas de la rouille sur certains endroits, des marques d'usure, on pourrait même avoir du métal qui apparaît sous la peinture à certains endroits, donc ça va être pas mal. On fera ces deux occlusions, on va les faire maintenant. On va en baker une, si vous voulez gagner un peu de temps sur le baking, vous pouvez enlever l'illumination globale et enlever les ombres, on n'en a pas besoin, pas oublier de les remettre après bien sûr. Et puis on va aller sur les outputs, on va dupliquer Final Color Output et on va en mettre une en Material Diffuse Coefficient. Pourquoi? Parce que Diffuse Coefficient, vous avez une texture plate, il n'y a aucune information de shading, d'ombre, de lumière, rien du tout. Si on va voir ça sur nos Pre-Render, je passe, vous voyez ici, j'ai pas d'ombre, rien, pas de global illumination. Si je passe en Diffuse Coefficient, voilà, on a uniquement la texture, sans shading, sans réflexion, sans spéculaire, sans rien. Donc c'est ce qui va nous servir à baker cette ambient occlusion. Pourquoi on la bake? Parce que ça éviterait de la recalculer à chaque fois. On la calcule une fois et on s'en sert comme masque pour différents attributs. On va baker la première par exemple ici. Vérifiez une chose maintenant dans Mode 8, vous avez la taille de votre baking qui est juste en dessous. On peut le passer à 2048. Au niveau des settings, on peut monter à 32 samples, peut-être l'anti-aliasing. Ce qu'il faut faire par contre, c'est choisir votre UV-map, ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'on a comme UV-map ici? On a un UV-map qui est un petit peu bizarre, qui va pas nous servir à grand chose pour l'ambient occlusion, parce que tous vos UV se juxtaposent et ça va être un joyeux bordel. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de créer un nouvel UV. Ok. On va appeler ça UV Bake par exemple. On peut revenir sur l'ancien et puis voir. On va aller sur les listes, on va aller sur statistiques, polygone par matériel et puis on va prendre le cell. La cell est pas mal. D'accord, elle est bien, on va la garder celle-là. Donc on va faire un copy et on va la mettre sur UV Bake, paste. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? L'antenne, qu'est-ce qu'on a? Passer en mode perspective, ça sera mieux. Est-ce qu'on a des UV utilisables pour l'antenne? Parce qu'à ce moment-là, on va juste les relocaliser un petit peu mieux. Ça m'a l'air bien. Ça, c'est pas bien du tout.
Donc, copions ça, on va sur UVBake, on va cacher celui-ci, H, et on fait Paste. Et puis pour voir un peu de quoi ça a l'air, on va aller sur Pack UV, pour voir un petit peu la répartition des pièces pour l'antenne. Ah bah il a tout fait. Il nous a fait aussi la cellule, on dirait. Ah non, ça c'est les montants, d'accord. Ok, bah c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal. Il n'y a que ça qui m'embête un peu. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est en une seule pièce. Hein, si je vais cacher tout le reste, je vais uniquement sélectionner ça. Ah, très bizarre. Il n'y a pas de edge loop. Il y a des choses très très curieuses sur cet objet qui ne doit pas être très net. Mesh cleanup de nouveau. Voilà, il y avait des problèmes. Il y en a toujours. Bon, c'est pas grave. Décidément, je voulais faire un truc en 3 secondes. Et puis celui-là, on va le rouvrir. Voilà, le fond, je vais l'enlever. L'UV n'était pas beau. On fait unwrap. Et voilà. Ok, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais refaire un pack UV. J'enlève Orient, j'aime bien qu'il garde la direction d'origine. Ok. Voilà. Là, on a un truc qui est pas mal. On a une bonne représentation des grandes pièces. C'est bon. Vous pouvez sauver quand même votre scène de temps en temps. Donc, on y va. On va faire un premier baking. Vous sélectionnez Diffuse Coefficient. C'est pas beaucoup d'importance de toute façon, mais j'aime bien le sélectionner. Je sélectionne ma texture UV Bake. Important. Sélectionner la bonne texture. Et puis, on fait Render. Bake to Render Output. Voilà, on se retrouve dans un petit moment quand c'est terminé. Voilà, une fois le calcul terminé, vous avez donc 2 images et vous pouvez les sauver. Vous passez sur l'output en Diffuse Coefficient et puis vous sauvez vos images. Ça peut être une bonne idée de les sauver en 16 bits éventuellement si vous voulez retravailler les zones de gris ou recerner un tout petit peu. Autrement, 8 bits, ça prendra moins de place et ça sera un peu moins lourd. Donc, et celle-là, c'est laquelle? C'est la première, donc c'est Edge. La deuxième, je l'ai rendue un peu plus petite. Il y a un peu de grain, mais après on peut rattraper ça un peu dans Photoshop. C'était pour gagner du temps. Donc celle-là, Cell Occlusion Dirt. Voilà, et on va se servir de ces images pour contrôler comme un masque en fait certaines zones et pour ajouter également un peu de salle. Voilà, on a nos 2 images qui sont là. Donc il y en a une, j'ai dit que j'ai calculé un peu plus petite, c'est celle-ci. Si vous regardez sur Image Size, elle fait 1024, je vais la mettre à 2048. Et puis, je vais appliquer un petit filtre pour me débarrasser des grains ici. On va utiliser un noise, reduce noise par exemple. Si on zoome un tout petit peu dessus, là on a la preview en taille réelle. Voyons, on passe de ça à ça. Alors ça marche pas mal. Là on perd trop. Non, hop, on va laisser au maximum. Et puis également un truc qui marche pas mal du tout, c'est blur, surface blur. Surface blur est même presque mieux. On a un threshold, donc une zone d'influence. Reduce, on va pas le mettre trop haut. Et après, vous pouvez jouer avec le threshold, vous voyez, pour vraiment flouter un maximum de zones. Et après, jouer avec le reduce si c'est un peu trop fort. À 2 peut-être. 3. Voilà. Façon de se débarrasser un peu du grain. Ça convient bien. Ces images, on peut les transformer en grayscale. Ça prendra moins de place. Et les sauver. Et puis la deuxième, pareil. Est-ce qu'on a besoin? Celle-ci, ça m'a l'air assez propre. Je l'ai calculé celle-là en 2048. Donc, comme elle a pris un peu trop de temps, l'autre, j'ai préféré la faire un peu plus légère. Donc, Image, Grayscale de nouveau. On sauve. Donc, on ajoute nos textures.
par-dessus toutes les autres. Diffuse color, mode multiplie, ce qui permet de l'ajouter aux autres couleurs, ou en diffuse amount, là vous pouvez le mettre en mode normal. Et si on regarde ce que ça donne, alors on va peut-être rétablir la global illumination. Vous voyez qu'on a ces petites traces de saleté, ici et là. S'il y en a que vous n'aimez pas, comme éventuellement celle derrière l'antenne, vous pouvez très bien la supprimer en peignant en blanc, simplement. Okay. On peut aussi laisser une seule des deux façons, donc soit en diffuse amount. Okay, mais attention, diffuse amount, si vous avez un matériel où vous autorisez le conserve energy, ça va augmenter la réflexion dans ces zones-là. Tandis que diffuse color, ça va juste s'ajouter à n'importe quelle couleur que vous aurez mis en dessous. Et puis si l'effet n'est pas suffisant, vous le dupliquez. Okay, et puis là, vous avez effectivement un effet qui est beaucoup plus fort. Je vais le retirer, pas besoin. Donc j'enlève le diffuse amount parce que j'ai pas envie que ça multiplie le spéculaire. Voilà un petit peu. Maintenant pour le reste, on va placer des textures. Alors il y a plusieurs façons de faire. Le problème, quand on ajoute une texture, c'est qu'elle va se répéter d'une manière un peu générique. Et j'aimerais peut-être avoir un meilleur contrôle. Donc soit vous l'ajoutez de manière très générique comme je viens de vous le dire et on va faire un essai tout de suite, soit vous la peignez spécifiquement sur le modèle. Alors j'ai toutes sortes d'images ici que j'ai chargées. Par exemple, voilà celui-là, tiens, le rouillé. Je le glisse dessus. On va aller sur Shading. Bien sûr, il s'est pas mis au bon endroit. Donc Cell. Voilà. Et puis, toujours dans Modo 8, vous avez sur chaque image, vous allez sur Image Still et puis vous pouvez changer le color space. Là, on est sur une image en gamma 2.2. Donc, au lieu de corriger comme on le faisait avant, on peut l'ajouter de cette façon-là. Alors, par défaut, cette image est ajoutée sur l'UV. L'UV qui était sélectionné. UV Map, j'ai le bake. Il y a la texture qui était l'UV de base, qui est toujours valable. Vous voyez que la difficulté, c'est de mettre à l'échelle cette UV, enfin cette texture, pardon, sur l'UV. Et par endroit, elle est un peu trop étirée. Donc si je viens, par exemple, ici, sur mes options d'UV, mettre Horizontal Wrap à 2, effectivement, je vais avoir 2 fois plus de résolution sur cet axe-là, mais sur l'autre, ça va être un petit peu disproportionné. Et puis si je mets 2 également sur l'autre axe, malheureusement, la texture va se mélanger verticalement et horizontalement. Donc je vais avoir des taches de rouille qui ne correspondront pas vraiment avec ce que j'ai envie d'avoir. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir de la rouille, par exemple, sur le haut, qui dégouline, ou là où il y a des points de contact. Donc finalement, la meilleure option reste tout de même de peindre des textures personnalisées, peindre directement sur le modèle. Pour vérifier simplement votre UV une dernière fois, vous sélectionnez tout ce qui fait le matériel Cell, majuscule H pour cacher le reste, et vous devez avoir un UV qui est en bon état, avec des bords qui ne s'overlappent pas. Vous pouvez vérifier avec Overlap, ici d'ailleurs, Show Overlap. Comme il y a des noms de textures différentes pour chaque matériel, en fait c'est pas grave si on a des UV qui se recouvrent, étant donné que c'est pas du tout le même nom de matériel, ça ne jouera aucun rôle. Donc allons sur l'onglet Paint, et on va se débarrasser de cette texture. Voilà, là-dessus, ici j'ai ma texture de dirt, donc on avait tout à l'heure. On va cacher les fils de fer. Et puis, vous pouvez vous mettre sur texture, ce qui vous montre uniquement la texture que vous êtes en train de peindre, ou bien sûr sur OpenGL, Advanced OpenGL qui vous montre un peu plus avec un peu de shading, vous voyez des ombres, etc. On va créer une texture personnalisée, donc Image Map, New Image. Moi j'aime bien PNG. Vous voyez, j'en ai déjà peint pas mal en fait des textures pour ces modèles. Là, on va appeler ça Cell Color, et puis je vais appeler celle-là Test, tant que j'en ai pas mal d'autres. Et pour la taille, alors tout dépend de vos textures de référence avec laquelle vous allez peindre. Si la texture est en très haute résolution, à ce moment-là, vous pouvez choisir 4096, 4096. Sinon, 2048 ira très bien. Dépend de la distance également. En tout cas, pour le test, je vais prendre 2048, ça ira. Et puis, sur la texture que vous venez de créer, on va aller vérifier quel UV est activé. Donc, on a UV Bake. Je vais prendre texture, puisque ça, c'est la texture où j'ai uniquement ma cellule. Et donc, la cellule occupe un peu plus de place ici que sur l'UV Bake, qui est pour baker de manière générale.
Simplement ici, vous voyez ce qui se passe en OpenGL, on a un truc qui n'est pas vraiment travaillable parce que Modo a un peu de mal à afficher quand vous avez beaucoup de couches différentes avec des UV différents. En général, ça donne ce genre de spectacle un peu navrant. Donc vous allez éteindre la couche du dessous et automatiquement, même les deux autres, automatiquement tout redevient normal. On va aller sur Pen Tools, on prend Airbrush, Nozzle, Image Ink va être très utile. On va cliquer sur Image Ink et puis on va aller chercher une des textures qui nous intéresse. En l'occurrence, je peux prendre une texture un peu de métal rouillé. Qu'est-ce qu'on va prendre alors, prenons celle-là, tiens. Metal Base. Avec la petite partie ronde ici, on peut faire des rotations. On peut aussi le faire ici sur le côté, hein. Vous avez toutes les... si je donne un peu plus de place ici, vous avez toutes les options ici pour votre projection d'image avec scale, position, etc. Mais je trouve assez pratique de le faire là. Quand vous scalez votre image et que les poignées deviennent invisibles, okay, vous n'arrivez plus à les reprendre, à ce moment-là, vous venez ici et vous réduisez l'échelle jusqu'à ce que vous retrouviez la poignée. J'ai arrivé d'être planté avec des poignées cachées à l'extérieur de la fenêtre, donc voilà. Alors, je vais aller mettre le plus possible mon image dans la perspective et dans l'échelle qui m'intéresse. Comme j'ai une palette graphique, vérifiez que vous ayez bien le support ici nozzle qui va vous donner le support pour la pression et ici vous pouvez mettre la sensibilité pour votre nozzle et puis quelle action la, la pointe, en fait la sensibilité de la pointe va donner. Ici par exemple c'est la pression, donc plus j'appuie, en fait plus j'ai de peinture et moins j'appuie, plus j'ai un jet qui va être discret. Et puis vérifiez aussi une chose, c'est que la couleur ici, foreground, soit blanche, parce que la couleur va s'ajouter à la couleur de votre texture. Donc si tout d'un coup vous avez une couleur qui est noire, ça va complètement obscurcir votre texture. Donc on met à l'échelle avec le bouton droit de la souris ou avec un bouton de votre stylet sur la palette. Vous mettez à l'échelle votre brush et puis vous commencez à peindre. Ah, effectivement, là il y a un petit souci parce que Use Color as Mask. C'était l'utilisation précédente que j'en ai faite et qu'on va faire tout à l'heure. Donc je vérifie, maintenant c'est éteint, parfait. Donc là vous pouvez peindre votre texture directement. Ça peut prendre du temps de remplir chaque petit interstice, donc un truc aussi c'est d'utiliser la fonction Stamp. Si vous activez Stamp, au moment où vous cliquez, bah, ça va vous projeter l'image sur l'intégralité de votre surface. Et puis si vous voulez répéter plusieurs fois votre texture, vous la réduisez, faites un Stamp et ça va la répéter. Et ça vous permet très facilement de remplir assez vite. Bien sûr, on ne va pas garder ça dans cet état. Vous voyez, sur chaque projection, vous pouvez faire un stamp et vous remplissez en quelques instants l'intégralité de votre objet. Ensuite, vous enlevez le stamp et vous revenez travailler chaque surface pour pas qu'il y ait de répétition. Vous voyez, par exemple, ici, on a des répétitions vraiment trop évidentes. Donc, on peut venir repeindre par-dessus pour enlever les zones qui sont dérangeantes. Puis, en fin de compte, ça marche bien. Et vous gagnez un peu de temps comme ça. Une autre chose aussi, vous pouvez très bien avoir votre image à l'extérieur et peindre n'importe où. Ça, c'est pas un problème, parce que la projection ici est sur Repeat. Si j'éteins Repeat, ça ne va peindre que sur les endroits qui sont juxtaposés à l'image. Donc ça va projeter uniquement depuis l'image. Voilà, un petit tour d'horizon assez rapide. Euh, Ensuite, si vous avez envie de faire des textures un peu plus intéressantes, on peut utiliser une deuxième image qu'on va projeter en mode multiply par exemple. Je vais aller prendre une image de saleté ou de rouille. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, celle-là par exemple, avec du noir et blanc, c'est bien. Je vais la tourner et j'aimerais faire des bavures, par exemple, qui vont partir ici, depuis le haut. Alors hop, une petite rotation. Et on peut utiliser ça soit en mode multiply, donc ça va s'ajouter à les textures qu'on n'avait pas avant, étant donné qu'il y a plus de sombre en haut, c'est le sombre qui va primer sur le clair, donc s'ajouter beaucoup plus fortement. Soit vous pouvez aussi utiliser, et c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, Use Color as Mask. Et puis comme on a du noir et du blanc, et j'aimerais peindre sur le noir, alors on va faire Invert Mask. Ça veut dire que c'est la zone noire qui va me permettre de peindre. Et à ce moment-là, changer la couleur du foreground, vous restez en mode multiply, vous descendez cette couleur sur, je sais pas, quelque chose d'un peu rouille, comme ça, très sombre. Et vous voyez que ça s'ajoute en utilisant bel et bien la surface noire comme masque.
Ok, on peut faire des petites bavures comme ça en descendant. Vous voyez, pareil ici, vous pouvez venir là. Une autre façon de faire aussi, si on veut faire un masque, qui peut être sympa, c'est de prendre une texture. On va aller sur Image Ink. Et il me semble que j'avais Dirt, voilà. Et là, vous avez des coulures en fait que vous pouvez réutiliser. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Ok. Donc toujours pareil, j'ai mon masque qui est activé, mais il ne faut pas oublier d'enlever Invert Mask puisque je veux peindre avec le blanc. Et maintenant la même chose, une couleur en mode multiplie. Par exemple, je vais faire une coulure qui descend de ma fenêtre ici, dessous ma fenêtre. Donc voilà différentes techniques de peinture. Je vais vous laisser les faire vous-même. Ce que vous pouvez également faire si vous désirez utiliser votre Variation Texture, on a fait donc les couleurs au début, c'est de faire des images uniquement en noir et blanc et de les utiliser pour moduler les couleurs. Donc on va agir exactement de la même manière que ce qu'on a fait avant. On va peindre nos textures mais juste en noir et blanc et on va les ajouter sur le canal du spéculaire, du bump par exemple, de la réflexion, du diffuse, etc. pour obtenir des variations sur les couleurs de base. Les deux façons fonctionnent très bien. Simplement essayer d'avoir suffisamment de variations. Pensez qu'on n'a que 54 unités à décorer, donc il ne faut pas que ça se répète trop et qu'on voit de manière trop évidente les mêmes salissures, les mêmes choses qui se répètent d'un modèle à l'autre. Donc je vous laisse faire et on se retrouve on se retrouve sur le prochain tuto.